Ma belle-mère a brûlé la robe de mariée de ma mère devant tout le monde. Il est temps de faire de la place pour la nouvelle épouse, déclara-t-elle. Papa regarda seulement. Les invités applaudirent. Puis ma fille de 8 ans courut vers son sac à dos et dit « Papa, dois-je montrer à tout le monde ce que Veda fait quand tu es au travail ?» Le visage de papa perdit sa couleur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dès l'instant où ma belle-mère a jeté la robe de mariée de ma mère dans le brasero pendant la fête d'anniversaire de mon père, j'ai su qu'elle avait enfin montré son vrai visage. Mais quand ma fille de 8 ans, Hazel, a attrapé son sac à dos rose et a demandé si elle devait montrer à tout le monde les vidéos de ce que Veta faisait pendant que papa était au travail, un silence de mort est tombé sur tout le jardin. Même les flammes semblaient s'être arrêtées. Je devrais probablement commencer par dire que je ne suis pas quelqu'un qui cherche les ennuis. Je m'appelle Melinda. J'ai 36 ans et j'enseigne en CE2 à l'école primaire de Riverside, ici en Ohio. Ma vie tourne autour des plans de cours, des réunions parents-professeurs et de l'éducation de ma fille Hazel en tant que mère célibataire, après que mon ex-mari a décidé qu'il n'était pas prêt pour la vie de famille alors qu'elle n'avait que 2 ans. La plupart des soirs, vous me trouverez en train de corriger des copies à ma table de cuisine, pendant que Hazel révise ses tables de multiplication ou lit ses livres préférés de la série Junie B. Jones. Mon père, Robert, est le genre d'homme qui porte le même style de lunettes depuis 30 ans et qui fait encore les mots croisés chaque dimanche matin avec un crayon à papier numéro 2. Il dirige un petit cabinet comptable en ville, le même qu'il a lancé avec les encouragements de ma mère quand j'étais au collège. Il est prévisible dans le bon sens du terme, ou du moins il l'était jusqu'à ce que Veta entre dans nos vies. Ma mère, Diane, est décédée il y a 3 ans. Le cancer l'a emportée lentement, puis d'un seul coup, comme le fait le cancer. Elle a passé ses derniers mois dans la maison où elle m'avait élevé, s'occupant de son jardin jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus, laissant des notes dans des boîtes à recettes pour que je les trouve, enregistrant des vidéos pour les futurs anniversaires de Hazel. Elle était la grâce incarnée, même à la fin. Papa lui tenait la main quand elle est partie, et j'ai vu quelque chose se briser en lui ce jour-là, quelque chose que je n'étais pas sûr de voir guérir un jour. Puis Vada est arrivée. Elle est apparue à notre église un dimanche, assise 3 bancs derrière nous, ses ongles parfaitement manucurés tenant un recueil de cantiques qu'elle n'a jamais ouvert. Elle avait 42 ans, bien qu'elle en prétendît 38, avec des cheveux au burn qui sortaient d'un flacon de salon de coiffure et des vêtements qui suggéraient une richesse qu'elle révélerait plus tard ne pas avoir. Après le service, elle a abordé papa à la table du café et des beignets, commentant les points de son sermon, riant de ses blagues de comptable auxquelles maman se contentait de sourire poliment. « Ton père mérite le bonheur », avait dit ma tante Phyllis quand papa a commencé à fréquenter Vada. Phyllis est la sœur de ma mère. 5 ans de moins mais des décennies de plus en sagesse. Le genre de femme qui peut repérer un faux Louis Vuitton ou une fausse personne de l'autre bout d'une pièce. Mais cette femme sourit comme si elle calculait des taux d'intérêt. Mon oncle Jérôme, le frère de papa, était plus direct. Jérôme avait passé 30 ans comme officier de police avant de prendre sa retraite pour diriger une société de conseil en sécurité. Il y a quelque chose qui cloche chez elle, avait-il marmonné à leur fête de fiançailles. Elle pose trop de questions sur les mauvaises choses. Ta mère posait des questions sur les enfants des gens, leur santé, leurs rêves. Veta pose des questions sur les résidences secondaires et les portefeuilles d'investissement. Mais papa était sous le charme. Pour la première fois depuis la mort de maman, il fredonnait en préparant le petit déjeuner. Il a acheté de nouveaux costumes. Il s'est remis à utiliser de l'eau de Cologne, le même parfum boisé que maman lui achetait à chaque Noël. Quand il regardait Vada, ses yeux s'illuminaient comme si quelqu'un avait enfin rallumé la lumière dans une pièce sombre. Hazel, ma fille, a les yeux de ma mère et une sagesse qui me surprend parfois. Elle a 8 ans, mais elle observe comme si elle en avait 80, archivant des détails que les autres enfants ne remarqueraient pas. Elle a aimé sa grand-mère farouchement pendant le peu de temps qu'elles ont eu ensemble, et la mort de maman l'a durement touchée. Au début, elle avait été prudemment optimiste à propos de Veta. Elle sent le comptoir à parfum de Maciès, avait chuchoté à Hazel après l'avoir rencontrée pour la première fois. Trop de sortes mélangées ensemble. Le mariage a eu lieu rapidement, trop rapidement. 6 mois après cette première rencontre à l'église, Vada descendait une allée faite d'un tapis blanc dans notre jardin, passant devant les rosiers et les plants de tomates de maman, portant une robe qui coûtait plus que ce que papa dépensait habituellement en 3 mois. Elle avait insisté pour que la cérémonie ait lieu dans le jardin, le qualifiant de « pittoresque et intime », même si je soupçonnais qu'elle ne voulait tout simplement pas payer pour un lieu de réception convenable.
Maintenant, 3 mois après leur mariage, debout dans ce même jardin avec 50 invités regardant la robe de mariée de maman brûlée dans le brasero, avec ma fille sur le point d'exposer la vérité sur notre nouvelle belle-mère, j'ai réalisé que tous les signaux d'alarme que nous avions ignorés étaient sur le point de se dérouler en technicolor. Papa se tenait figé près de la table des boissons, le visage couleur de cendre. Vada souriait toujours, son sourire calculateur, ne réalisant pas encore que sa propre cruauté venait de déclencher sa chute. La fête qui était censée célébrer le 58e anniversaire de papa était sur le point de devenir tout autre chose. 3 ans après avoir perdu ma mère Diane à cause du cancer, je pensais que papa méritait de retrouver le bonheur. Quand il nous a présenté Veta lors d'un dîner de famille, elle semblait parfaite, charmante, attentionnée, apportant toujours des petits cadeaux à Hazel et me posant des questions sur mon travail d'enseignante à l'école primaire de Riverside. Les yeux de papa s'illuminaient en sa présence d'une manière que je n'avais pas vue depuis que maman était tombée malade. Ce premier dîner a eu lieu un jeudi soir de mars. Je m'en souviens parce que Hazel venait de gagner le concours d'orthographe de sa classe ce jour-là. Et nous fêtions ça chez papa avec ses fameuses spaghettis à la carbonara, le seul plat qu'il avait maîtrisé pendant les traitements de chimiothérapie de maman. Vada est arrivé avec une bouteille de vin cher et un livre pour enfants sur les princesses courageuses pour Hazel. Ton père me dit que tu es la meilleure enseignante de 3e année du district, a dit Vada, s'installant dans la chaise de maman à la table à manger comme si elle le faisait depuis des années. Ça doit être si gratifiant, de façonner de jeunes esprits. La conversation s'est déroulée facilement. Elle a posé des questions intelligentes sur les normes du tronc commun, a écouté attentivement l'histoire de Hazel sur le concours d'orthographe, et a même aidé à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Quand elle a ri à la terrible blague de papa sur les pâtes étant impastables, à résister, je l'ai vu se détendre d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des années. Elle me fait me sentir à nouveau vivant, Melinda, m'a dit papa un soir alors que nous rangions après le dîner du dimanche. Je sais que personne ne peut remplacer ta mère, mais Vada le comprend. Elle respecte la mémoire de Diane. Je voulais le croire. Mon Dieu, comme je voulais le croire. La solitude dans ses yeux était insupportable à regarder. Il avait pris l'habitude de manger des céréales pour le dîner quand je n'étais pas là pour m'occuper de lui, laissant la télévision allumée toute la nuit pour lui tenir compagnie, gardant la tasse de café de maman exactement là où elle l'avait laissée ce dernier matin. Leur relation a évolué rapidement. En 2 mois, Vada avait un tiroir chez papa. En 4, elle l'aidait à choisir de nouvelles montures pour ses lunettes de lecture et à prendre ses rendez-vous chez le dentiste. Elle a mis de l'ordre dans le chaos que le deuil avait laissé derrière lui, organisant ses factures éparpillées, réapprovisionnant son réfrigérateur vide, et même le convainquant de rejoindre un club de lecture à la bibliothèque. Ta mère aurait approuvé, a admis tante Phyllis à contre-cœur après avoir vu Vada gérer le calendrier des médicaments pour le diabète de papa avec l'efficacité d'une infirmière. Elle prend soin de lui. La demande en mariage a eu lieu au pique-nique de printemps de l'église. Papa s'est mis à genoux juste à côté de la table des desserts, la voix tremblante en demandant à Vada de l'épouser. Elle a pleuré parfaitement, juste assez pour paraître émue, mais pas assez pour ruiner son maquillage. La congrégation a applaudi. Hazel a jeté des pétales de fleurs de son assiette en carton. Je suis resté là, tenant une assiette de salade de pommes de terre, essayant de sourire alors qu'un froid s'installait dans mon estomac. Le mariage a eu lieu rapidement, 6 mois après leur rencontre. Vada s'est occupé de tout avec une efficacité remarquable. Simple et élégant, n'arrête-t-elle pas de dire, bien que sa définition de simple comprenait l'embauche d'un quatuor à cordes et l'importation d'orchidées de Floride. Hazel était leur demoiselle d'honneur, jetant des pétales de rose le long de l'allée de notre jardin où maman avait planté son jardin. La cérémonie était magnifique, je devais l'admettre. Vada avait suspendu des guirlandes lumineuses dans le pommier de maman et installé des chaises en rangée parfaite sur la pelouse. Papa avait enfin recommencé à tondre la pelouse. Bienvenue dans la famille, lui avais-je dit, en la serrant dans mes bras après qu'ils aient échangé leurs vœux. Elle m'avait tenu un peu trop longtemps, me chuchotant à l'oreille, je vais prendre tellement bien soin de lui. Tu verras. Vada a emménagé dans la maison où j'avais grandi, la maison où la présence de maman flottait encore dans chaque rideau et chaque photo de famille soigneusement choisie. Au début, les changements étaient subtils. La collection d'oiseaux en céramique de maman a migré de l'étagère du salon à une boîte au sous-sol, pour plus de sécurité. Les napperons en dentelle que maman avait crochetés ont disparu, remplacés par des sous-verres en verre moderne. Le salon a été repeint, passant du jaune chaud de maman à un blanc austère.
Juste un petit rafraîchissement, disait Vada avec ce sourire étudié chaque fois que je remarquais quelque chose de manquant. Ton père mérite un espace qui ne ressemble pas à un musée. Papa semblait heureux, alors je me suis tu. Il se douchait à nouveau régulièrement, portait des chemises repassées, assistait à ses réunions du Rotary Club. Il avait recommencé à rire devant les sitcoms au lieu de les regarder fixement. Quand Vada a suggéré qu'ils prennent des leçons de danse de salon, il a même accepté. En les regardant pratiquer leur foxtrot dans la cuisine où maman avait l'habitude de danser seule au son de la radio en cuisinant, j'ai ressenti un mélange complexe de chagrin et de gratitude. Après tout, j'avais ma propre vie, ma propre maison avec Hazel à seulement 15 minutes. Si papa pouvait retrouver le bonheur, si Vada pouvait combler ne serait-ce qu'une fraction du vide laissé par maman, qui étais-je pour m'y opposer? L'amour se présentait différemment la deuxième fois, me disais-je. Plus pratique, moins poétique. J'aurais dû faire attention à la façon dont le sourire de Vada n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Tout a changé la semaine avant la fête du 58e anniversaire de papa. J'étais passé pour déposer des décorations quand j'ai trouvé Veta dans la chambre principale en train de sortir les vêtements de maman du placard. La scène était surréaliste. Les robes de maman étaient étalées sur le lit comme des fantômes colorés. Son cardigan bleu préféré froissé dans une boîte de dons. Ses chaussures d'église alignées près de la porte comme des soldats renvoyés. Vada se déplaçait avec une efficacité mécanique, ne jetant même pas un coup d'œil aux articles qu'elle jetait. 30 ans de souvenirs traités comme des coupons périmés. Oh, Melinda, quel timing parfait. Je donne tout ça à une œuvre de charité. Ton père a besoin d'aller de l'avant, tu ne penses pas? Ma poitrine s'est serrée en voyant le pull de Noël de maman, celui avec les rennes qu'elle portait chaque mois de décembre, jeté négligemment dans un sac poubelle. Ce pull sentait encore son parfum. White Shoulder, le seul parfum qu'elle ait jamais porté. Papa a dit qu'il voulait garder ses affaires, ai-je réussi à dire, ma voix plus stable que mes mains. Le rire de Vada était comme de la glace qui se fissure. Les hommes ne savent pas ce dont ils ont besoin. Fais-moi confiance, s'accrocher au passé est malsain. Je l'aide à guérir. Elle a pris le collier de perles de maman, celui que papa lui avait offert pour leur 20e anniversaire, l'a examiné comme un bijoutier évaluant sa valeur, puis l'a laissé tomber dans sa boîte à bijoux personnels au lieu du tas de dons. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision, ai-je dit, tendant la main vers les vêtements de maman. Elle m'a bloqué le passage, sa main manucurée appuyant sur mon épaule. En fait, en tant que sa femme, si. C'est ma maison maintenant. C'était la maison de ma mère pendant 30 ans. Tu n'es là que depuis 6 mois. Et en ces 6 mois, j'ai fait plus pour la santé mentale de ton père que tu n'as réussi en 3 ans. Sa voix est tombée à un murmure qui ressemblait à une gifle. Il se noyait, Melinda. Se noyait dans le chagrin et les souvenirs, et ce sanctuaire que vous vous attendiez tous à ce qu'il entretienne. Je le sauve. La dispute a dégénéré. J'ai attrapé la robe de mariée de maman dans le placard, la soie ivoire fraîche contre mes mains chaudes. Vada a essayé de me l'arracher, ses ongles laissant de petites marques en forme de croissant sur mon poignet. Tu es puérile, a-t-elle sifflé. Ce n'est qu'une robe. C'est sa robe de mariée. Papa est entré juste au moment où je disais, maman a vécu dans cette maison pendant 30 ans. Tu n'es là que depuis 6 mois. Son visage a traversé une série d'expressions. Surprise, malaise, puis quelque chose de pire. Résignation. Melinda, s'il te plaît, a dit papa. Et je n'arrivais pas à y croire. Il prenait son parti. Vada essaie juste d'aider. Il est peut-être temps de laisser tomber certaines choses. Papa, elle jette tout. Pas tout, ma chérie. Juste quelques vieux vêtements. Vada a besoin d'espace, elle aussi. C'est sa maison maintenant. La trahison m'a semblé physique, comme quelque chose qui se brisait dans ma poitrine. Je l'ai regardé, là, dans son pantalon kaki du week-end, celui que maman lui avait acheté, défendant l'effacement systématique de l'histoire de notre famille par cette femme. Je suis parti avec la robe de mariée de maman, la seule chose que j'ai réussi à sauver. L'expression de Vada alors que je la sortais était du pur venin. Sur le seuil de la porte, elle a lancé d'une voix douce, « Le dîner de dimanche est toujours à 17h, ma chère. Je prépare mon fameux rôti de bœuf. » La fameuse recette de rôti de bœuf de maman. J'ai eu envie de crier. Celle qu'elle avait trouvée dans la boîte à recettes de maman et qu'elle revendiquait maintenant comme la sienne. Au cours des jours suivants, Vada a commencé sa campagne. Elle a appelé papa pendant qu'il était au travail, sa voix portant à travers le téléphone de son bureau, assez fort pour que sa secrétaire l'entende. Je suis juste inquiète de l'hostilité de Melinda.
Elle semble incapable d'accepter notre mariage. Elle a dit à tante Phyllis que j'avais été agressive et peut-être instable lors de notre confrontation. Je m'inquiète de son influence sur la pauvre petite Hazel, avait-elle dit lors de leur café, sachant que Phyllis me rapporterait chaque mot. Elle a suggéré aux amis de papa au Rotary Club que je pourrais être jalouse, trop attachée, ayant besoin d'une aide professionnelle. C'est naturel, a-t-elle dit avec une fausse sympathie. Elle n'a jamais fait le deuil de sa mère correctement. Manipulation classique, mais papa a tout gobé. Quand j'ai essayé d'expliquer ma version, il avait l'air fatigué, plus vieux que ses 58 ans. Ta mère voudrait que nous soyons tous heureux, a-t-il dit lors d'un appel téléphonique tendu. Vada essaie tellement avec toi, Melinda. Ne peux-tu pas faire un effort? Un effort signifierait qu'elle respecte la mémoire de maman. Elle le fait. Elle a gardé toutes les photos, n'est-ce pas? Elle entretient le jardin. Il avait raison pour les photos, mais tort pour le jardin. J'avais vu le devis de l'aménagement paysager professionnel sur son bureau. Le plan de Vada pour arracher les rosiers de maman et installer un jardin de rocailles moderne avec des plantes architecturales résistantes à la sécheresse. Le jeudi, 3 jours avant la fête, j'ai été officiellement désinvité d'aider aux préparatifs. Trop de tension, a expliqué Vada à qui voulait bien l'entendre. Nous voulons que l'anniversaire de Robert soit paisible. Mais Hazel était toujours invitée à sa soirée pyjama du vendredi. Il ne pouvait pas exclure une fillette de 8 ans sans paraître sans cœur. La veille de la fête de papa, Hazel a dormi chez papa. Quand je suis allé la chercher le lendemain matin, elle était inhabituellement silencieuse. Elle est montée dans la voiture en portant le même t-shirt de licorne de la veille, son sac de nuit traînant derrière elle comme s'il pesait 100 livres. Son bavardage habituel sur les crêpes du petit déjeuner ou les dessins animés du samedi matin était absent. Au lieu de cela, elle regardait par la fenêtre, les doigts entrelacés sur ses genoux. « Maman, est-ce que grand-père sait que Veta a des amis qui viennent quand il est au travail ?» Mes mains se sont figées sur le volant. Je me suis forcé à continuer de conduire pour paraître décontracté, même si des sirènes d'alarme retentissaient dans ma tête. Quel genre d'amis, ma chérie? Des amis hommes. Ils boivent du vin l'après-midi et rient très fort. Vada m'a dit que c'était notre jeu secret, mais je n'aime pas les secrets qui me mettent mal à l'aise. Je me suis garé sur le parking d'une épicerie, j'ai coupé le moteur et je me suis tourné vers ma fille. Ses yeux étaient troublés d'une manière qui faisait hurler mon instinct maternel. Raconte-moi tout, bébé. Tu n'auras pas d'ennui. Hazel a pris une profonde inspiration. Hier, quand grand-père est allé travailler après le déjeuner, Vada m'a dit de faire une sieste dans la chambre d'amis, mais je n'arrivais pas à dormir parce qu'une voiture est arrivée et un homme est venu lui rendre visite. Ils se sont assis très près sur le canapé et ont bu dans les verres spéciaux de grand-mère, ceux avec les bords dorés. Mon esprit s'est emballé. J'avais remarqué que Vada avait toujours de nouveaux bijoux coûteux, des sacs de marque que papa ne pouvait pas se permettre avec son revenu de cabinet comptable. Elle avait prétendu que c'était des cadeaux de sa sœur qui avait réussi en Californie, celle qui ne venait jamais, n'appelait jamais, et qui n'existait peut-être pas. Est-ce que c'est déjà arrivé? Hazel a hoché la tête. Plusieurs fois quand je reste dormir, différents hommes. L'un d'eux lui a apporté un bracelet brillant et elle l'a embrassé sur la bouche. C'est là qu'elle m'a vu regarder et a dit que c'était notre jeu secret spécial et que les gentilles filles gardent les secrets. Ma colère était volcanique, mais j'ai gardé ma voix stable. Hazel, as-tu déjà vu ses amis? Elle a hoché la tête, puis a attrapé son sac à dos. J'ai pris des vidéos sur ma tablette quand j'étais censé faire la sieste. Vada ne sait pas que je sais comment utiliser l'appareil photo. Tu veux voir? J'ai sorti la tablette de Hazel, celle que nous lui avions offerte pour des jeux éducatifs. Ma brillante et courageuse fille avait compris l'application de l'appareil photo et avait tout documenté. La première vidéo était tremblante mais claire. Veta dans le salon de maman, portant un peignoir en soie à 14h, versant du vin pour un homme en costume cher. Gary, tu me gâtes, ronronnait la voix enregistrée de Veta alors qu'elle acceptait une boîte à bijoux. Le clip suivant montrait un jour différent, un homme différent. Celui-ci, plus jeune, touchant le visage de Veta alors qu'elle était assise dans le fauteuil en cuir de papa. Paul est à son bureau ennuyeux jusqu'à 18h, riel. Nous avons des heures. Paul, elle appelait mon père Paul. Son nom était Robert. Plus de vidéos. Veta montrant à un homme le bureau de papa à la maison. Riant de son mari vieux et ennuyeux et de sa routine prévisible. Veta essayant des vêtements chers pendant qu'un homme regardait depuis le canapé ancien de maman.
Veta comptant de l'argent liquide sur la table de la cuisine où nous prenions nos dîners du dimanche. Bébé, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Les yeux de Hazel se sont remplis de larmes. Veta a dit que si je le disais à quelqu'un, grand-père serait triste et que ce serait de ma faute. Mais hier, elle a été méchante avec toi à propos des affaires de grand-mère, et je ne veux plus qu'elle soit méchante. Et elle a dit que les photos de grand-mère étaient moches quand elle pensait que je dormais. Personne ne dit que grand-mère est moche. J'ai serré ma fille fort contre moi, sentant son petit corps trembler contre le mien. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. Nous allons nous en occuper. Mais j'ai besoin que tu sois courageuse aujourd'hui à la fête de grand-père. D'accord? On va le montrer à grand-père? On va le montrer à tout le monde. Il faut arrêter Veta. J'ai conduit directement chez tante Phyllis. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et nous a fait entrer. Oncle Jérôme était là pour leur tradition du café du samedi matin. Je leur ai montré les vidéos, regardant leurs expressions passer du scepticisme au choc puis à la fureur. Cette sorcière manipulatrice, a soufflé Phyllis, dans la maison de Diane, dans son lit. Jérôme était déjà au téléphone. Mon ami Tom s'occupe des divorces. Il voudra des copies de tout. Il a regardé Hazel avec fierté. Tu as l'intelligence de ta grand-mère, ma petite. Elle serait si fière. Nous avons élaboré un plan. Jérôme transférerait les vidéos sur une clé USB et la connecterait au système de télévision extérieur que papa avait installé pour regarder les matchs de football sur la terrasse. Phyllis s'assurerait que toutes les bonnes personnes seraient à portée de vue lorsque cela se produirait. Je porterais la robe de mariée de maman à la fête, sachant que cela provoquerait Vada et la pousserait à montrer publiquement son vrai visage. Elle va devenir folle quand elle verra la robe, a prévenu Phyllis. J'y compte bien. Quand elle m'attaquera, Hazel saura qu'il est temps de parler des vidéos. J'ai sorti la robe de mariée de maman de mon placard, sentant qu'elle me guidait. Aujourd'hui, à la fête de papa, la vérité éclaterait enfin. La fête battait son plein quand c'est arrivé. 50 invités se mêlaient dans le jardin, le même jardin où papa et Vada s'étaient mariés. J'avais délibérément porté la robe de mariée de maman, retouchée pour m'aller. Les yeux de Vada se sont rétrécis quand elle l'a vue. La robe a attiré l'attention de tout le monde alors que je franchissais le portail du jardin. La robe en soie ivoire de maman, raccourcie et cintrée à la taille, bougeait comme de l'eau sous le soleil de l'après-midi. Les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases. Madame Patterson du bureau de papa a même eu un hoquet de surprise. Papa se tenait près du barbecue avec oncle Jérôme, sa spatule à hamburger figée en l'air. Vada a traversé la pelouse avec ses talons de marque, chaque pas perforant l'herbe. Elle portait du rouge, bien sûr, une robe moulante qui coûtait plus cher que les mensualités de la plupart des gens. Son visage arborait ce sourire peint, mais ses yeux étaient meurtriers. Choix intéressant pour une fête d'anniversaire, a-t-elle dit assez fort pour que les autres l'entendent. Porteur la robe de ta mère décédée? C'est un peu morbide, tu ne trouves pas, Robert? Papa s'est agité, mal à l'aise, posant sa spatule. Son visage était un mélange de confusion et d'embarras. Melinda, peut-être que c'est inapproprié. Vada a interrompu, sa voix s'élevant pour assurer un public maximal. C'est censé être une célébration de la vie de Robert maintenant, pas un sanctuaire au passé. Elle s'est approchée, son parfum agressif et écœurant. Tu as besoin d'aide, Melinda. Cette obsession pour ta mère n'est pas saine. Je dis à Robert depuis des semaines que tu as besoin d'une intervention professionnelle. La seule intervention nécessaire ici est la vérité, ai-je dit calmement. Son visage s'est tordu. D'un mouvement rapide, elle a attrapé la robe soudainement, ses ongles accrochant le tissu délicat. Le son de la soie qui se déchire a traversé le brouhaha de la fête comme un cri. Tu sais quoi? J'en ai assez de l'obsession de cette famille pour Diane. Avant que quiconque puisse réagir, elle a tiré plus fort, arrachant complètement la manche. Puis elle s'est dirigée vers le brasero où oncle Jérôme avait fait des grillades. Les flammes dansaient encore de la cuisson des hamburgers de l'après-midi. D'un mouvement violent, elle a jeté la robe dans les flammes. Il est temps de faire de la place pour la nouvelle épouse, a-t-elle déclaré triomphalement, sa voix portant à travers la foule stupéfaite. La robe a pris feu immédiatement, la soie ivoire virant à l'orange, puis au noir. 30 ans de souvenirs, la robe que maman avait portée lorsqu'elle avait promis d'aimer papa pour toujours, consumée en quelques secondes. La foule s'est tue. Puis, horriblement, quelques-uns de ses amis ont commencé à applaudir. Son professeur de yoga, sa coiffeuse, 2 femmes de son club de lecture,
toutes applaudissant comme si c'était une performance artistique. Papa est resté là, figé, regardant la robe de maman brûler. Son visage était gris, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. C'est alors que Hazel a couru en avant avec son sac à dos rose. « Papa » a-t-elle dit, sa jeune voix traversant la tension comme une cloche. « Est-ce que je dois montrer à tout le monde ce que Vada fait quand tu es au travail ?» Le mot « papa » a arrêté tout le monde. Hazel ne l'appelait plus jamais papa, seulement grand-père. Mais dans sa nervosité, elle était revenue à ce qu'elle l'appelait quand elle était plus petite, quand grand-mère était en vie. Le visage de papa est devenu blanc. « De quoi parles-tu, ma chérie ?» Vada s'est jetée sur le sac à dos. C'est juste une enfant avec de l'imagination. Mais Hazel avait déjà remis la tablette à oncle Jérôme, qui était prêt. En quelques secondes, il l'avait connectée à la télévision extérieure que nous avions installée pour la fête. L'écran de 60 pouces s'est allumé. Soudain, il y avait Veta à l'écran, un verre de vin à la main, assise sur les genoux d'un étranger dans le salon de papa. L'image était d'une clarté cristalline, le son parfait. « Mon mari est à son bureau ennuyeux », a retenti sa voix enregistrée dans toute la fête silencieuse. Il n'a aucune idée de comment je dépense son argent ou mes après-midi. Des murmures de surprise ont parcouru la foule. Quelqu'un a laissé tomber une assiette. Le clip suivant la montrait en train d'accepter un bracelet coûteux d'un autre homme. Celui-ci plus jeune que papa de 20 ans. « Tu es tellement plus excitant que Robert », ronronnait-elle à l'écran. « Il est gentil, mais mon Dieu, si ennuyeux. Il parle toujours de sa femme décédée comme si c'était une sorte de sainte. » Papa a émis un son comme s'il avait été frappé. Phyllis a attrapé son bras pour le stabiliser. D'autres clips ont été diffusés. Veta faisant visiter le bureau de papa à un étranger, se moquant de son système d'organisation. Veta comptant une liasse de billets sur la table de cuisine de maman. Veta dans le lit de maman avec quelqu'un qui n'était certainement pas papa. La photo de mariage sur la table de chevet retournée. « Tu as brûlé la robe de ma sœur », a dit tante Phyllis, s'avançant, la voix tremblante de rage. La robe qu'elle portait quand elle a épousé Robert, quand elle était jeune et pleine d'espoir. Tu l'as détruite comme si c'était des ordures tout en t'amusant avec des hommes dans son lit. Ces vidéos sont fausses, a crié Vada. Mais même ses amis reculaient. Son professeur de yoga se dirigeait déjà vers le portail. Papa a finalement parlé, sa voix brisée mais ferme. Sors. Sors de ma maison. Ta maison ? Vada a ri amèrement. Je suis ta femme. J'ai des droits. La moitié de tout est à moi. Plus maintenant, a dit oncle Jérôme, brandissant son téléphone. L'avocat de Robert. Mon ami de golf, Tom, a déjà des copies de tout. Et ces vidéos, elles s'assureront que tu n'auras pas un centime. Adultère, fraude, et nous ne faisons que commencer. Vada s'est tourné vers papa, a tenté une dernière manipulation. Robert, s'il te plaît, je t'aime. Ce sont des malentendus. Mais papa regardait les restes encore fumants de la robe de maman, puis le petit visage courageux de Hazel, puis moi avec ma manche déchirée. Par maintenant où j'appelle la police, a-t-il dit doucement. Alors que la voiture de Vada crissait en sortant de l'allée, papa nous a pris, Hazel et moi, dans ses bras, en sanglotant des excuses. Les invités se sont dispersés tranquillement, la fête abandonnée. Nous nous sommes assis près du brasero mourant, regardant les dernières braises de la robe de maman luire dans l'obscurité. Je suis tellement désolé, Melinda. La robe de ta mère, tout. J'aurais dû écouter. Les larmes sont venues alors pour nous deux. Pas seulement pour la robe, mais pour l'innocence perdue, la confiance brisée, les souvenirs que cette sorcière avait essayé de voler. Les épaules de papa tremblaient alors qu'il nous tenait, répétant des excuses que je n'avais pas besoin d'entendre. L'homme qui avait toujours été mon roc s'effondrait, et d'une certaine manière, cela m'a rendue plus forte. La robe n'était que du tissu, papa. Le véritable héritage de maman réside dans les valeurs qu'elle nous a enseignées. L'honnêteté, la loyauté, la famille. Vada pouvait brûler la robe, mais elle ne pourrait jamais toucher à ça. Tante Phyllis avait récupéré un petit morceau de dentelle non brûlé de l'ourlet de la robe. Elle le tenait dans la lumière déclinante. Ce délicat vestige qui avait survécu d'une manière ou d'une autre. Le voile de mariée de Diane était fait de cette même dentelle. Elle a dit que celui de sa mère l'était avant ça. Peut-être qu'un jour Hazel pourra perpétuer la tradition. Papa a regardé Hazel, qui était blottie contre lui, sa tablette rangée dans son sac à dos comme une arme qu'elle n'aurait plus jamais à utiliser. Tu as été si courageuse, ma chérie. Mais tu n'aurais jamais dû avoir à garder un si grand secret.
Maman dit que les secrets qui mettent mal à l'aise sont généralement de mauvais secrets, a dit simplement Hazel. Et grand-mère Diane ne voudrait pas que tu sois avec quelqu'un qui ment. Le lendemain matin, papa a changé les serrures. Vada a envoyé son frère chercher ses affaires, mais Jérôme a supervisé chaque boîte, s'assurant que rien de maman ne disparaissait. Nous avons trouvé 3 bijoux de maman dans le tiroir de Vada, 2 des montres de papa, et bizarrement, la boîte à recettes de maman cachée dans une valise. Elle avait prévu de prendre tout ce qui comptait, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'histoire de notre famille. 3 mois plus tard, le divorce était définitif. Vada s'est battue pour une pension alimentaire, mais les preuves étaient accablantes. Le comptable judiciaire recommandé par oncle Jérôme a découvert qu'elle avait ouvert des cartes de crédit au nom de papa, détourné de l'argent de son compte professionnel et vendu des objets de la maison sur des marchés en ligne. Les hommes des vidéos se sont manifestés lorsqu'ils ont été assignés à comparaître, racontant chacun des histoires similaires sur les promesses de Vada, ses mensonges sur le fait d'être dans un mariage malheureux, ses demandes d'argent. Papa a suivi une thérapie pour comprendre comment il avait été manipulé, comment le deuil l'avait rendu vulnérable à quelqu'un qui l'avait bombardé d'amour et d'attention tout en méprisant secrètement l'histoire de notre famille. Le docteur Morrison, son thérapeute, l'a aidé à voir que Vada l'avait ciblé spécifiquement parce qu'il était veuf, parce qu'elle savait qu'il serait seul, reconnaissant, moins susceptible de remettre en question ses motivations. Les prédateurs savent comment trouver le chagrin, avait dit le docteur Morrison. Il le voit comme une opportunité. Il a redécoré la maison à nouveau, non pas pour effacer maman, mais pour mélanger le passé avec le présent. Ces photos sont revenues sur la cheminée aux côtés de plus récentes de nous tous. Le jardin qu'elle avait planté a prospéré sous ses soins. Il a même suivi un cours de maître jardinier pour mieux s'occuper de ses rosiers, passant les samedis matins à les tailler et à les nourrir tout en leur racontant sa semaine comme maman avait l'habitude de le faire. Je pense que j'avais besoin d'apprendre qu'aller de l'avant ne signifie pas oublier, m'a-t-il dit un après-midi alors que nous désherbions les rosiers de maman. Diane était mon passé, oui, mais elle fait aussi partie de mon présent à travers toi et Hazel. Quiconque ne pouvait pas accepter cela n'était jamais fait pour cette famille. La communauté s'est ralliée à papa de manière inattendue. Les membres du Rotary Club qui avaient assisté à la fête lui ont apporté des dîners pendant des semaines. Madame Patterson de son bureau l'a mis en contact avec un groupe de soutien pour les veufs, le mettant en garde contre les tactiques de manipulation courantes qui ciblent les hommes vulnérables. Même les dames de l'église, qui avaient initialement adoré Veta, ont admis qu'elles avaient remarqué des choses, mais n'avaient pas voulu s'ingérer. Hazel a appris que défendre la vérité, même lorsque les adultes vous disent de ne pas le faire, est parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Elle a commencé à voir le conseiller scolaire pour traiter ce qui s'était passé, pour comprendre que les adultes qui demandent aux enfants de garder des secrets qui mettent mal à l'aise ont toujours tort. Elle est plus forte maintenant, plus confiante, plus prompte à prendre la parole en classe et à tenir tête aux brutes de la cour de récréation. Et moi, j'ai appris que l'amour d'une mère transcende la mort, vivant dans le courage d'une petite fille qu'elle n'a jamais rencontrée, mais qu'elle a aidée d'une manière ou d'une autre à protéger notre famille. J'ai appris que le bonheur de papa compte, mais pas au détriment de la vérité de notre famille. J'ai appris que parfois, les choses doivent brûler pour révéler ce qui est réel en dessous. La robe de mariée avait disparu, mais son sacrifice avait révélé la vérité. Qu'est-ce qui est réel? La famille, l'amour, la loyauté. Aucun feu ne peut les détruire. Maman aurait volontiers sacrifié 1 millier de robes pour protéger papa de cette femme. En fin de compte, sa robe a fait ce qu'elle ne pouvait plus faire. Elle l'a sauvé. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire de défense de la famille et de la vérité, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Votre soutien signifie tout. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent que l'amour et la justice trouvent toujours un moyen. Merci de votre écoute.